Alors, bonjour à tous et bienvenue donc à ce webinaire qui s'intitule Formation professionnelle inclusive, on a tous à y gagner. Ce webinaire se déroule pendant la semaine européenne pour l'emploi des personnes en situation de handicap. Donc, je me présente, je suis Anthony Turki, je travaille à HandiJob Cap Emploi et je suis également vice-président de l'association Trisomie 21 qui est très impliquée dans ce projet et vous allez le constater. Donc, j'ai le plaisir d'animer ce webinaire qui va être passionnant. Il va y avoir de nombreux intervenants, des témoignages en direct et en vidéo qui vous seront présentés. Donc, je vous propose de commencer de suite et je laisse la parole du coup aux premiers concernés qui vont introduire un peu cette table ronde. Donc, c'est Audrey Serré qui est directrice des services de l'association Trisomie 21 des Alpes-Maritimes. Manuela Bezio, chargée de mission pour la région PACA, et Christophe Bertrand, chargé d'études de développement pour la GFIP. Donc, ils vont vous faire une rapide photographie de qu'est-ce que c'est la formation professionnelle inclusive, de quoi parle-t-on, et je laisse de suite la parole à Audrey Serré. Bonjour à tous, donc je suis Audrey Serré, directrice des services de Trisomie 21 Alpes-Maritimes. Alors pourquoi on a souhaité mener cette expérimentation-là? C'est vrai que notre association accompagne des personnes en situation de handicap depuis de nombreuses années dans leur projet d'insertion professionnelle. On a de plus en plus de personnes qui sont salariées dans tout domaine de profession auprès d'entreprises publiques ou privées. Et en fait, malgré tout notre accompagnement, on est obligé de faire le constat que l'accès à la formation professionnelle reste vraiment compliqué. Tant pour des personnes qui souhaiteraient entrer dans un parcours d'insertion professionnelle que pour des personnes qui y sont déjà et pour lesquelles leur employeur souhaiterait les faire progresser en termes tant de compétences que de carrière professionnelle. Donc, on s'est dit qu'il fallait vraiment qu'on réfléchisse aux modalités d'accès à cette formation professionnelle continue auquel toute personne a droit, voilà, qu'on soit en situation de handicap ou pas. Le constat étant que les formations à ce jour sont toujours trop théoriques, avec un contenu très peu accessible. La fatigabilité n'est pas ou peu prise en compte, pas suffisamment en tout cas. Donc, on a proposé ce projet à la région, à la GFIP, au FIP et à l'OETH qui nous ont soutenus depuis le début du montage de ce projet-là, à une expérimentation qui nous permettrait de dire quels peuvent être les critères pouvant permettre à une formation d'être inclusive et du coup de s'adresser à tout public, de manière à ce que les personnes en situation de handicap puissent bénéficier des mêmes formations que leurs collègues neurotypiques et qui puissent envisager un réel parcours professionnel qu'ils souhaitent, qui puissent accéder à leur projet. Voilà, donc du coup, je vais laisser la parole à Manuela et à Christophe Bertrand qui vont vous expliquer leur point de vue. Oui, merci. Et donc, pour compléter les propos d'Audrey sur cette expérimentation avec Trisomie 21, que la région Sud, PACA, est heureuse de conduire, pour répondre précisément à la question de quoi parle-t-on sur la formation inclusive. Ce que je voudrais dire, c'est que ce qui est important dans une formation inclusive, c'est qu'elle puisse s'adapter, être souple, mais pas seulement, pour le coup, uniquement aux personnes en situation de handicap, mais également à toute problématique que toute personne peut rencontrer en termes de mobilité, de déplacement, de logement, de santé et de rupture de parcours. Donc ça, c'est une première chose sur la raison de la formation inclusive. La deuxième chose, c'est que on ne peut pas attendre d'une formation inclusive qu'elle soit uniquement mise en place par un organisme de formation. C'est une alchimie, un partenariat très vaste de l'opérateur de formation, bien entendu, mais également de l'équipe de formation et d'ingénierie
de tous les partenaires qui vont être impliqués autour et qui vont permettre de définir un parcours le plus en amont possible de l'accès pour pouvoir du coup le sécuriser, cet accès, ensuite maintenir la personne en formation et la mener jusqu'à la certification, mais également une alchimie avec l'apprenant qui doit être investi et qui doit donner aussi du sens à son parcours. Et enfin, je dirais qu'une formation inclusive, c'est une démarche. C'est une démarche qui implique un investissement individuel et collectif et qui permet de progresser, je dirais, au sens plus large vers une société plus inclusive, puisque la formation est quand même à la croisée de beaucoup de choses, tant du parcours professionnel que personnel. Voilà, donc on est heureux, nous, en tous les cas, la région, de s'inscrire dans cette démarche d'inclusivité des actions de formation et on se réjouit de la suite du projet. Merci beaucoup, Manuela. Et du coup, je vais passer la parole à Christophe Bertrand de la GFIP. Merci, Anthony. Bonjour à tous. Beaucoup de choses ont été dites déjà par Audrey et Manuela. C'est vrai que la formation au sens large des personnes en situation de handicap, c'est un enjeu majeur pour nous au niveau de la GFIP. Je rappelle juste que le taux de chômage des personnes en situation de handicap est 2 fois plus élevé que les demandeurs d'emploi dits classiques et qu'on constate un niveau de qualification qui malheureusement est bien plus faible. Donc, avoir accès à une formation de qualité, valider des compétences et des diplômes, c'est vraiment un véritable levier pour trouver sa place sur le marché de l'emploi. Avec la GFIP, on met en place un certain nombre de services de prestations et d'actions qui permettent de favoriser cet accès en formation, mais aussi d'accompagner, comme le dit aussi Manuela, l'ensemble des parties prenantes, les acteurs de la formation, que sont les organismes de formation, les CFA, mais aussi les financeurs de formation. Donc, pour ne citer que quelques exemples, on a une action qui s'appelle IncluPro, qui est de la pré-qualif, qui permet de dynamiser des parcours vers la formation. On a aussi un service qui s'appelle la ressource handicap formation, qui vient vraiment en appui des acteurs de la formation pour les professionnaliser sur le sujet du handicap. La formation, Audrey le disait, effectivement, rendre la formation accessible, c'est très important. Et enfin, on a aussi des prestations d'appui qui viennent en appui des personnes, mais aussi des équipes pédagogiques sur des situations individuelles pour venir répondre aux besoins spécifiques des personnes et sécuriser des parcours en formation. Mais malgré ce, on constate encore que l'accès aux formations est forcément difficile et qu'on n'est pas encore au rendez-vous. Alors effectivement, la formation inclusive avec cette expérimentation, c'est une marche pour nous supplémentaire et complémentaire, une démarche qui va permettre vraiment, véritablement de mettre en place l'égalité des chances, puisque c'est ça que nous visons, et de répondre notamment aux besoins spécifiques des personnes en situation de handicap, mais pas que. Voilà, donc pour moi, une formation inclusive, c'est vraiment un espace ouvert où on vient répondre aux besoins spécifiques de chacun, où on s'assure qu'il y a des échanges, des interactions avec tous, que ce soit les apprenants, mais aussi l'équipe pédagogique, et que chacun puisse exprimer sa singularité et qu'on ne parle pas d'une norme, mais qu'on parle de normes, ou pluriel avec un grand S. Écoutez, merci pour ces propos d'introduction et je vous propose de passer à l'étape suivante, c'est au-delà du c'est quoi, qui en sont les protagonistes. Donc, je présente Pierre Bérat, qui est responsable qualité du dispositif Appui Ressources Environnement de l'association Trisomie 21 des Alpes-Maritimes, qui va nous exposer l'ensemble des acteurs participants à cette expérimentation. Donc, je te passe la parole, Pierre. Alors, moi, je vais vous présenter un peu les acteurs de l'expérimentation qui sont nombreux et tous essentiels à cette expérimentation. Alors, on peut les agréger en 3 entités. La première est composée des porteurs du projet, donc à savoir Trisomie 21 France et Alpes-Maritimes et France, du coup, et les financeurs qui sont la région, la GFIP, le FIP et l'OETH. Donc, c'est avec ces acteurs que le projet il a vu le jour. Le cahier des charges a été pensé, il a été construit. Et puis, ensuite est apparue une deuxième entité
qui correspond aux acteurs de terrain qui ont répondu aux sollicitations de la première entité. Donc, on y trouve les centres de formation, JMB et l'UFCV et leurs formateurs, les étudiants en situation de handicap ou pas, et les entreprises accueillant ces étudiants pour les stages professionnels. Un calendrier a dû être du coup pensé, activé. Bon, les contraintes sanitaires, elles ont été importantes et elles ont rebattu certaines cartes. Bon, pour l'UFCV et le CPGF, cela, ça n'a pas trop eu d'impact. L'expérimentation est terminée chez eux et les résultats sont encourageants. À l'inverse, chez JMB qui prépare au certificat de qualification professionnelle serveur, on peut s'en douter, l'adaptation a dû être un peu plus forte et cette formation a dû commencer plus tardivement que prévu et elle est actuellement en cours. Et puis, on peut observer une troisième entité qu'on pourrait appeler appui ressources. Alors, on y a intégré le laboratoire de recherche ASTEI. On le verra dans le déroulé de la table ronde. Elle a accompagné donc ce laboratoire a accompagné l'expérimentation aux côtés des formateurs. L'objectif de la recherche, c'était d'identifier et d'analyser le déroulé des formations pour qu'elles soient accessibles et ouvertes à tous. Le laboratoire est en train de finaliser sa recherche. Donc, Serge Thomazé, le responsable de ce laboratoire, a tenu à nous communiquer les premiers résultats. Je vous en ferai part. On les présentera aujourd'hui. Également, dans cette entité, on peut y voir le service d'accompagnement médico-social pour adultes en situation de handicap de l'association Trisomie 21 Alpes-Maritimes, le SAMSA. Fabien Morena, qui est éducateur spécialisé dans le service et qui a soutenu l'expérience, nous en parlera un peu plus particulièrement plus tard. Et enfin, dans cette entité, on retrouve Steve Livingston, qui est prestataire extérieur et qui a, quant à lui, assuré une mission d'animation de séance qu'on a appelée retour d'expérience avec les formateurs et les étudiants en question. Donc, les objectifs principaux de sa mission étaient de 3 ordres. De favoriser donc l'expression des éprouvés liés à l'expérimentation et dynamique inclusive, de permettre aux participants un partage, une reprise et l'élaboration dans l'après-coup des situations vécues en formation dans le cadre d'un espace dédié, et enfin de compléter le travail de recherche afin de prendre en compte du coup la dimension des éprouvés, et notamment ceux des stagiaires. Et puis pour piloter cette expérimentation et avoir un regard le plus objectif possible, on a essayé de mettre en place 2 autres entités, un comité de pilotage qui porte donc un regard politique, éthique et financier sur l'expérience, et un comité technique avec un regard plus sociologique où apparaît la recherche. Alors, ce dernier a été supervisé par Marc Blin, qui est un formateur expert dans les formations pour un public avec une déficience intellectuelle. Donc voilà, la formation professionnelle inclusive, on a tous à y gagner. C'est qui ? C'est tout cet ensemble qui a porté l'expérimentation jusqu'à présent et qui va encore le porter parce qu'il y a des échéances importantes et essentielles qui arrivent pour pérenniser l'expérimentation. On va les évoquer tout au long du webinaire. Et je vous propose maintenant qu'on passe un peu plus dans le concret pour qu'on va regarder une vidéo qui va présenter, qui va être un peu l'introduction, qui va vous montrer comment ça se passe concrètement. Au début, il y avait une réunion à l'association, ici. C'est eux qui nous ont présenté et expliqué c'était quoi faire une formation. Ouais, une formation, du coup la formation... D'animatrice. Ouais, ok. Elle durait pendant du 18 janvier jusqu'au 15 octobre. Ok. Est-ce que, du coup, ils t'ont proposé ça? Qui t'a proposé ça, du coup? Viviane et Audrey. Ok. Et qu'est-ce que tu en as pensé, toi, quand ils te l'ont proposé? Au début, j'étais un peu stressée. Il fallait que je m'habitue. Tu étais stressée par rapport à quoi, du coup, quand ils t'ont dit, écoute, il y a une formation... Après la réunion, ils m'ont donné la date. Moi, c'est quand j'allais sur place,
faire les inscriptions. Ok. Et qui c'est qui t'a proposé cette formation alors? C'est Vivien qui m'a proposé l'année dernière. Ok. Et du coup, toi, est-ce que tu as dit oui directement? Tu as pris le temps de réfléchir? Non, moi c'était le temps de réfléchir le pour et le contre. D'accord. Alors, c'était quoi du coup le pour et le contre pour toi? Comment ça va se passer avec des gens? Est-ce que j'ai crainte avec des gens que je connaissais pas? Ouais. Mon chef m'a dit que j'allais donc faire une formation inclusive au départ avec une seule personne, puis finalement les 4. Je me suis dit que ça allait être en fait au départ un peu compliqué vis-à-vis de l'organisation et vis-à-vis des stagiaires neurotypiques. C'est pour ça que d'ailleurs que lorsque j'ai fait les tests de sélection, en tout cas la plupart des stagiaires neurotypiques, je les avais prévenus en amont qu'il y aurait donc des personnes en situation de handicap et donc du coup que ce serait une expérience humaine à vivre tout au long de l'année. Donc voilà, en gros, pas d'appréhension particulière, mais juste une réflexion sur comment est-ce que j'allais amener les temps de formation différents en fait de d'habitude. Mon interprétation de cette formation, du moins l'image que je m'en faisais, effectivement, c'est donc une formation qui avec un public dit avec une déficience mentale et puis un autre public dit normal. Et le challenge était donc d'amener une expertise professionnelle à ces deux publics, mais au sein d'une même formation. Alors, l'interrogation immédiate que j'avais en tête, c'était comment arriver à conduire une formation à deux publics différents et pouvoir faire avancer cette formation et arriver jusqu'au titre de formateur en ne laissant personne sur le bord de la route, quoi. C'est-à-dire en sachant pertinemment qu'il allait y avoir des apprentissages qui sont plus longs, des perceptions de techniques métiers qui seront plus longues à appréhender. Et voilà, c'était ça ma grande interrogation, c'est comment j'allais arriver à pouvoir conduire cette expérience avec deux publics différents. Pour une même finalité. Pour une même finalité. Ouais. Et j'avais une représentation en tête toujours, c'était tu vas piloter un char avec un attelage et là-dedans tu auras dans cet attelage des éléments qui vont courir un peu plus vite que l'autre, aller un peu plus à gauche, à droite, etc. Donc il faut les amener tous ensemble. Alors, voilà, c'était donc cette petite image que j'avais en tête toujours qui me permettait de dire, bon, alors on va procéder par le plus simple des choses, c'est-à-dire le métier, le référentiel métier, les blocs de formation, les modules de formation, et donc adapter quand même ces modules de formation à ce qu'il y ait une compréhension. Et puis, comme je disais aussi, j'ai adapté finalement une pédagogie au jour le jour. Écoutez, sans plus attendre, je vais passer la parole donc aux responsables des organismes de formation. Je vous passe la parole. Merci. Donc déjà une bonne nouvelle, ils sont tous en stage. Le stage, ils en sont à leur dernière semaine de stage et ils sont toujours en emploi et personne n'a craqué durant son stage dans le milieu ordinaire. Donc ça, je trouve que c'est déjà une bonne nouvelle. Ensuite, pourquoi on a la proposition de Trisomie 21 m'a semblé intéressante, c'est que de la formation dans les métiers d'hôtellerie-restauration pour des personnes en situation de handicap, on en fait depuis 15 ans. Mais jusqu'à maintenant, on en a fait plutôt en ESAT. Il y a effectivement plusieurs expériences d'ESAT qui sont ouvertes au public, aussi bien en hôtel, restauration ou cuisine.
Et ce que je trouvais innovant dans cette proposition, d'abord, c'était qu'il y avait plusieurs acteurs. Ça, je trouvais ça intéressant qu'on soit à plusieurs et qu'il y ait une expérience. Et surtout, cette idée de mélange de public et d'apprenants avec effectivement des demandeurs d'emploi avec un parcours plus classique et des personnes en situation de handicap. Et c'est ça qui me semblait riche et qui allait peut-être effectivement, j'allais dire, faire évoluer et faire grandir tout le monde parce qu'on peut découvrir et avoir un regard différent en mélangeant les publics. Donc voilà pourquoi cette expérimentation me semblait intéressante. Alors après, effectivement, on a pris un pari ambitieux, nous qui était de dire on ne fait pas de différence et la formation elle aura la même durée pour des publics ordinaires ou des publics en situation de handicap. Et effectivement, là où on approche à la fin de l'examen, puisqu'ils vont passer leur examen dans 4 semaines, puisque je rappelle que ce qui était aussi intéressant, c'est qu'on va les amener à un vrai diplôme et pas une attestation de formation. Il y a une vraie formation qualifiante. Et effectivement, ce qu'on peut déjà dire vers l'approche, c'est que je pense que tout le monde aura au moins en partie une partie du diplôme, peut-être pas la totalité, parce que l'ambition de la durée était peut-être un peu serrée en la voulant absolument ordinaire. Voilà ce que je pourrais dire aujourd'hui. Merci beaucoup, Jean-Michel. Et je passe la parole du coup à Clémence Bohen, qui est responsable de formation à l'UFCV. Alors bonjour, donc moi je représente du coup l'UFCV puisque Magali Gillet et Frédéric Danesi s'excusent de ne pas être là. En même temps, ils ont apprécié l'idée que ce soit moi qui puisse prendre la parole puisque je suis référente de formation à l'UFCV, mais j'ai fait aussi partie de l'expérimentation puisque je suis formatrice en face à face aussi ponctuellement avec le groupe qui était en expérimentation. Donc nous, la formation s'est terminée avec 100% de réussite. Donc on est ravis de savoir que pour les personnes en situation de handicap qui ont été intégrées au projet, elles sont arrivées jusqu'au bout. Alors, le timing de la formation est un peu plus long puisqu'on est déjà sur une formation de 10 à 11 mois, donc il y a le temps aussi de mettre les choses en place. On a apprécié aussi dans l'expérimentation se rendre compte qu'il y a un accompagnement particulier à avoir, mais que dans l'ensemble, dans le cadre de nos formations habituellement déjà, on est amené à faire du suivi individuel en plus de l'avancée du travail de groupe. On est sur des métiers de l'animation, donc on est sur de la pratique. On va avoir la responsabilité d'un groupe. Donc, il a fallu prendre le temps, pas après pas, pour amener chaque individu au bout de cette aventure. Et on a ajouté à cette aventure un dispositif qu'on a appelé la colo formative, qui est en fait une mise en situation de séjour de vacances. C'est-à-dire qu'on est parti en colo, alors sans enfants, mais tels des animateurs qui devraient partir en colonie de vacances. Et du coup, on les a vraiment mis en condition de comment ça se passe quand on doit s'organiser à vivre en collectivité nuit et jour pendant 3 jours, organiser un centre, arriver dans un lieu nouveau, animer la vie quotidienne, participer au temps de réunion, préparer des animations. Voilà, et tout le monde a joué le jeu et du coup, effectivement, ça a été une expérience enrichissante pour tout le monde. On va enchaîner avec une vidéo. En fait, c'est le témoignage de Alicia Aignan, qui est étudiante à l'UFCV et qui voulait un peu partager son expérience à travers d'un témoignage. Pendant, du coup, la formation, toi, comment tu as vécu cette formation? Est-ce que les craintes que tu avais avant, la peur que tu avais, le stress, est-ce que tu en avais encore pendant la formation? Un petit peu. Un petit peu. Parce que je connaissais pas les autres camarades. Ouais, ok. Et ça, c'était au début de la formation? Non, quand on était tous pris conseil, le premier jour qu'on y avait rendez-vous tous ensemble pour se présenter à tout le monde. Ouais, ça t'avait stressé un peu. Et est-ce que au fur et à mesure de l'avancée dans la formation, est-ce que tu as ressenti les mêmes choses? Non, parce qu'ils sont très à l'écoute et à l'entraide avec les personnes Vas-y, c'est pas grave. Suite à une personne handicapée. D'accord.
Du coup, les formateurs, tu me parles des formateurs Et les jeunes aussi. et des autres étudiants Aussi. qui ne sont pas forcément en situation de Non, handicap? ils ont accepté comme on est. D'accord. Et tu disais qu'il y avait de l'entraide, c'est ça, hein? Oui. Ah, ouais. Ils m'ont aidé pour faire des activités ou pour faire des dossiers, ils m'ont beaucoup aidé. Ok. Ouais. La première fois j'étais stressée, c'était quand je voulais animer une activité devant tout le monde. Et est-ce que ça, petit à petit, tu as réussi à passer au-dessus? Le dernier jour de la formation, j'ai fait une activité avec du papier de couleur. Ils ont fabriqué avec moi-même un hérisson. Et c'est moi qui ai animé, j'étais moins stressée. Ok. D'accord. Donc, petit à petit, tu as pris confiance en toi? Tu as eu moins de crainte? Oui. C'est ça? Et l'échange avec les autres étudiants, avec les formateurs, les tuteurs, ça s'est passé comment petit à petit du coup? Parce que tu disais un peu, au début j'avais un peu peur, et puis petit à petit il y a eu de l'entraide, et ça s'est fini après, comment du coup? Très bien. Ouais. Est-ce que vous avez réussi à créer un groupe de... On a fait un groupe sur WhatsApp, ça Ouais. veut dire que quand Gauthier nous donne des informations, et ben, c'est tout le groupe est au courant. D'accord. L'entraide, c'est ça aussi. Est-ce que ces représentations, elles se sont confirmées ou plutôt infirmées, que ça a été plus complexe dans le faire, justement? Alors, elles se sont confirmées, forcément un peu plus complexes, notamment par exemple pour Alicia, qui au niveau de l'écrit, qui avait des difficultés, où il fallait, ou pour Claire, donc, qui fait pas partie de Trisomie 21, mais qui est apprentie à LSCA, où il fallait souvent répéter les mots. Le lien, comment vous percevez le lien entre les personnes en situation de handicap et les personnes dites neurotypiques sur ce moment-là de formation? Est-ce que vous avez vu les choses évoluer? Est-ce que vous avez vu les regards changer? Alors certains justement, donc, lors de ces entretiens, m'avaient dit qu'ils avaient peut-être un peu peur. Pas beaucoup, peut-être sur les 15, enfin sur les 11 du coup, peut-être 3 ou 4. Mais dès le départ, j'ai mis l'accent sur l'entraide, que du coup il y aurait forcément des fois des moments dans la journée où je serais plus particulièrement avec les personnes en situation de handicap, donc ça leur demandait aussi plus d'autonomie. Et en fait, l'entraide est quasiment arrivée tout de suite. Ouais. Notamment sur les premiers temps, je demande à chacune de faire un exposé donc devant tout le monde. Donc j'ai souvenir d'Alicia qui était, c'était un peu compliqué pour elle puisque c'est aussi la confiance en elle, c'est un de ses trucs de base. Et derrière tout le monde le poussait à Alicia, voilà exactement, elle était portée. Ouais, et là sur l'exemple le plus explicite, c'était lors de la rédaction des dossiers, donc pour leur certification, où j'avais toujours 3 stagiaires, donc Bilal, Omar ou Océane, qui allaient les aider. Et c'est en gros, enfin, ils faisaient les dossiers ensemble en fait. Ouais. Comment ça s'est passé du coup pendant? Au départ, on a observé. On a beaucoup observé Alicia dans sa façon de faire, dans sa façon d'être. Et puis, on a très vite compris que c'était faisable. C'était faisable et qu'on pouvait y arriver. Donc, du coup, dans la première phase, on a observé et puis on a mis en place une stratégie par rapport à Alicia. Je pense pas qu'elle sera adaptable à d'autres personnes, mais du coup, il faut vraiment individualiser la formation par rapport à la personne qu'on a. Et du coup, moi, Alicia, elle était craintive. Donc déjà, on a commencé par installer un rapport de confiance pour qu'elle n'ait plus peur de moi parce que je représentais l'autorité. Et plutôt pour qu'il y ait justement une communication positive et qu'il y ait un apprentissage, un vrai apprentissage avec une retenue, etc. Je pense qu'on peut enchaîner. Ok. Alors, nous avons aujourd'hui, donc, il faut savoir que Alicia Agnon donc, est en stage dans un centre d'animation de la ville de Nice. Et nous avons aujourd'hui donc Madame Piedbourg, qui est chef de service équipe spécialisée des coccinelles au pôle handicap, direction de l'enfance et de l'animation de la ville de Nice. Donc, Christina, la question
c'est que pensez-vous de cette expérimentation et que vous évoque un peu, voilà, qu'est-ce que vous pouvez nous dire, si vous pouvez nous dire quelques mots sur l'expérimentation que vous vivez actuellement. Alors déjà, bonjour à tous. J'espère que vous m'entendez bien. Je suis un peu malade aujourd'hui. Je vais essayer d'être, au niveau de la voix, d'être correcte. Déjà, on voulait vous remercier de nous avoir fait confiance par rapport à l'arrivée d'Alicia, que je vois à l'écran, que je vois un peu tendue. Salut Alicia. Voilà. On a eu plaisir de travailler avec elle pendant 11 mois. Il y a une phrase que vous avez mise juste avant, là, qui est vraiment elle. Hein. Une stagiaire, comment dire, en manque de confiance. Elle est vraiment devenue une vraie professionnelle. Donc, bravo Alicia, je le dis devant tout le monde. On est très fiers d'elle. Voilà. L'expérience nous est arrivée par le biais de Trisomie 21 Alpes-Maritimes et notamment Fabien Morena qui m'a présenté le projet. On était étonnés au départ, je vous avoue, et très fiers d'avoir été choisis et de pouvoir y participer. Beaucoup de questions, hein, je vous avoue, au début, comment on va faire, est-ce que ça va être possible, est-ce que Alicia va se sentir bien, est-ce qu'elle va être dans un bien-être, est-ce qu'elle va pas être en difficulté. Donc on a été très, comment dire, très chapeauté et très rassuré par l'équipe de Trisomie 21 Alpes-Maritimes, avec qui on travaille aussi sur d'autres projets aussi dans l'année. Donc Alicia nous est arrivée petite stagiaire en faisant un vrai entretien avec nous autour d'un bureau, en se présentant, en expliquant ses motivations, ses difficultés, ses compétences. Je crois qu'elle est toute contente de se rappeler de ces souvenirs-là. J'ai décidé de suite de pas être le personnage principal à ses côtés parce que ce n'est pas moi sur le terrain du centre de loisirs qui était avec elle, mais bien la directrice, mademoiselle Boila, du centre de loisirs, pas du centre animalisme, mais d'un centre de loisirs qu'on a choisi ensemble, pas trop loin du quartier d'Alicia pour garder ses repères. Voilà, c'était un choix et on a choisi une équipe qui était très réactive et très bienveillante à ses côtés. Donc le but, c'était pas forcément de la mettre dans un cocon, dans un coton et de tout faire à sa place, bien au contraire. Elle a gravi les étapes avec beaucoup de courage, parce que ça n'a pas été simple, effectivement, de se retrouver, même si c'était à la fin d'animer un petit groupe d'enfants toute seule, elle a réussi vraiment au top. On était très émus avec mes collègues de savoir qu'elle avait bien réussi. Et petit à petit, Alicia s'est fondée dans l'équipe, s'est intégrée et inclue dans l'équipe en 100% en milieu ordinaire. Elle fait partie à part entière de l'équipe d'animation, la petite section maternelle. Grosse surprise de sa part, elle nous a créé un document où on s'y attendait pas du tout, avec toutes les comptines maternelles qui puissent exister pour les tout petits. Et ce document-là, maintenant il existe dans la ville de Nice et tourne dans tous les centres. Donc grâce à elle, il y a un document quand même qui a été créé. Donc c'est fabuleux, oui, tu peux sourire, tu peux être fier, voilà. Et il a été d'une logique à la fin de son stage. Une fois qu'on a su qu'elle avait été, avec beaucoup de félicitations, appréciée par Monsieur Levieux, par l'UFCV lors du jury, donc j'ai fait exprès de pas venir parce que lorsqu'Alicia me voit, elle est un peu tendue parce que je représente le chef, mais donc je ne suis pas venue exprès, je voulais pas être là pour ne pas l'embêter, donc c'est vraiment la directrice qui était présente à ce jury. Qu'elle a vraiment assuré et la question s'est posée, mais elle a été très très claire pour nous de pouvoir continuer à l'accueillir en tant que vacataire pour l'instant, mais vraiment à part entière en tant qu'animatrice. Donc depuis maintenant 2 mercredis, Alicia est embauchée à la ville de Nice, les mercredis les vacances à nos côtés, pour continuer cette expérience 100% animateur, on peut dire maintenant. On enlève l'inclusif pour nous, c'est 100% animateur. Je la suis en tant que tutrice si jamais il faut un peu moduler, voilà, les émotions, les petites gestions qu'on peut avoir entre nous dans un groupe d'enfants, mais elle est vraiment dans l'équipe d'animation. Sa responsable est dorénavant la directrice à 100% du centre de loisirs, la coordination des centres de loisirs, et la porte est ouverte à tout moment si besoin, pour réguler s'il y a besoin. Donc c'est vraiment c'est une expérience fabuleuse pour nous. Je vous dis même qu'on a hâte, pourquoi pas, de retrouver d'autres stagiaires l'année prochaine. Peut-être pas que des Alicia, ils seront peut-être différents, mais on avait vraiment vu une personne adulte qui est arrivée et qui a progressé vraiment, et on est très très fiers d'elle et on remercie vraiment Trisomie 21 pour cette expérience. Voilà pour nous. Merci beaucoup Christina pour ce beau témoignage. Alors on va enchaîner, avec un petit film très court de 2 minutes. Donc ça sera celui d'Amin Talabi. Il montre notamment l'importance et la place du centre de formation qui est aux côtés des lieux de stage. Donc Amine est étudiante donc chez JMB. Il est également accompagné par le SAMSA Trisomie 21 des Alpes-Maritimes. Il effectue un stage pour apprendre le métier de serveur chez Kind & Co. C'est un restaurant qui est à Nice. Et du coup, Pierre, je te laisse lancer la vidéo.
Avant de rentrer dans cette formation, est-ce que tu avais des craintes ou est-ce que tu étais content d'aller en formation? Je suis content. Tu étais content, ouais. Pourquoi tu étais content? Est-ce que tu arriverais à expliquer? Je suis content pour travailler. Parce que ça te donne un travail? Oui. Tu apprends à travailler? Oui. D'accord. Tu es en stage en ce moment? Oui. Où ça? C'est hôpital au Saint-Roch. Près de l'hôpital Saint-Roch? Est-ce que tu connais le nom du restaurant? C'est Kiko. Kaidenko? Ouais. Qu'est-ce que tu fais là-bas, du coup? Nettoyer les tables, nettoyer fourchette et couteau, aligner sur la chaise. D'accord. Nettoyer les tables, barrasser les tables. Ok, je t'ai vu servir aussi, il me semble. Oui, service et aussi le café. Et le café. Ok. Est-ce que tu avais appris ça déjà en formation à JMB? Oui, oui. Tu avais déjà fait ces gestes professionnels chez eux? Oui. D'accord. Et donc là maintenant, tu mets en pratique? Oui. C'est ça? Oui. Tu t'exerces? Oui. D'accord. Donc ce métier te plaît? Oui. Tu aimerais travailler en tant que serveur? Oui. Merci beaucoup. Alors, il y a Amine, mais il y a également Anne-Sophie Poésie. Ouais. Elle est étudiante donc chez JMB et comme Amine, elle effectue un stage en service de restauration au bistrot Nissart, un restaurant donc qui est niçois. Elle aussi, elle est accompagnée donc par le SAMSA Trisomie 21 des Alpes-Maritimes. Mais pendant cette formation, tu faisais quoi alors? Tu as fait quoi pendant les temps de formation au Forum Georges François? Mise en place. Ouais. Après, on avait des binômes. Après, on change. Il y en a qui font le bar, il y en a qui font le binôme. D'accord. Donc jusqu'à 2h30, 3h. D'accord. Ok, donc c'était sur toute la journée, quasiment. Mais alors, il y avait des moments où vous regardiez les diapos, où il fallait écrire, et puis d'autres moments aussi, vous étiez en train de faire, en train d'apprendre, c'est ça? Ouais. D'accord. Ok. Comment on met le couteau à droite, les fourchettes à gauche, le verre à pied, le verre à l'eau, le verre à pied vers l'eau, et la cuillère, la tête vers en haut et le corps vers en bas. D'accord. Est-ce que ces représentations que vous en aviez, elles se sont confirmées? Est-ce que finalement ça s'est estompé au fur et à mesure du temps? Qu'est-ce que vous pouvez en dire sur l'instant, enfin sur le moment de formation? Est-ce que ces craintes-là, enfin ces interrogations ont pu être un peu mises à mal ou pas? Oui. Oui. Dès que le groupe s'est formé, il y a beaucoup d'interrogations, on va se dire, qui se sont gommées, hein, parce que ça y est, le groupe était là, la formation commençait. On était plutôt dans une phase de découverte, découvrir le groupe, avec toutes les caractéristiques de chacun. Et donc là, évidemment, on avait 7 personnes, toutes différentes, et il fallait, dans ce moment-là, amener donc une adhésion de tout le groupe sur le projet de faire cette formation. Certains avaient peut-être un petit peu touché à cette activité professionnelle en travaillant comme bénévole dans le restaurant d'application que nous avons aujourd'hui, et puis d'autres pas du tout, jamais approché ce métier. Donc beaucoup d'angoisse, beaucoup de, je pense au jeune Amine qui n'a jamais fait ce métier-là et qui se révèle à travers ce métier comme une activité qu'il a envie de faire. Mais il nous le montre et nous le prouve. Et il grandit chaque jour dans cette activité-là. Ce qui fait que c'est déjà une belle
belle réussite, belle récompense pour nous. Et là, ouais, moi je suis très fier de lui. Alors, on avait prévu, mais il me semble qu'elle s'est excusée, Magali Rouanet. Non, elle est là, c'est bon. Elle est présente. Pardon. Ben, écoutez, je vais vous passer du coup la parole, puisque c'est quand même aussi important que vous puissiez témoigner sur ce que vous avez mis en place depuis déjà plusieurs années au sein des cliniques Les Sources. On parle de formation inclusive et c'est quelque chose qui peut vous intéresser. Si vous pouvez un peu témoigner sur ce que vous avez mis en place et où vous en êtes aujourd'hui. Tout à fait. Bonjour à tous déjà. Donc, je représente l'hôpital des Sources et c'est vrai qu'on est avec Trisomie 21 sur ce projet d'avoir pris Théo en salarié. Et Vivien, quand il nous a parlé de ce projet de formation inclusive, bien évidemment, on était tout à fait d'accord pour continuer. Donc là, je suis avec Christine Pérez, qui est l'animatrice au niveau du long séjour et qui est surtout tutrice de Théo depuis 2017. Donc, ça fait 4 ans qu'il est avec nous. Ça fait depuis 2019 qu'il est en CDI. Et on pensait que ce projet de formation inclusive était vraiment très important, autant pour lui, mais même que pour nous, pour pouvoir aussi avoir d'autres projets avec d'autres personnes en situation de handicap. Le seul petit bémol, si je puis dire, c'est que au niveau de notre partie employeur, je pense qu'on n'a pas assez de retours sur la formation. Théo, même si on le questionne, il nous dira toujours, bien sûr, tout va bien, tout s'est très bien passé. Mais voilà, il nous manque quand même ce petit retour sur cette formation. Qu'est-ce qu'il a appris de nouveau? Comment il réagit? Nous, ça nous a mis un petit peu en difficulté, mais là, je vais laisser la parole à Christine. Sur les retours de Théo, qui est donc salarié de chez nous, qui a fait ses stages du coup chez nous. Était bien même pour lui de faire peut-être un stage sur une autre entité. Je pense que ça aurait pu lui apporter encore un peu plus. Voilà, Christine, je te laisse la parole. C'est surtout par rapport à Théo et au retour qu'on en avait quand il revenait. Oui, effectivement, c'est vrai que au quotidien, donc Théo fait déjà, nous accompagne. Je suis la responsable du service. Il y a une autre personne qui est dans le service, qui est l'animatrice aussi. Mais c'est vrai que c'était des outils, des retours et qui pouvaient apporter à Théo et à nous aussi. C'est-à-dire parce que Théo est entouré d'un public âgé. Là, le CPGF, c'est un public jeune. Donc, bien évidemment, il y a un tronc commun, ça se relie, bien évidemment. Mais c'est vrai que déjà, les supports, en tant que sa tutrice, je ne les ai pas eus. Donc, j'aurais pu l'accompagner et moi, adapter sur le terrain pour la personne âgée. Donc, de ce côté-là, de façon à ce qu'il puisse carrément présenter. Et vu qu'il a dû faire son stage, la période de stage chez nous, chose qu'il me semble avoir eu, je crois, Gauthier au téléphone, en lui demandant si c'était possible de le faire dans un centre, ça aurait pu apporter à Théo, dans la mesure où nous aussi, on fait de l'intergénération. On reçoit un centre de loisirs près de notre institution, qui est Falicon. Donc là, avec la période Covid, ça s'est un peu stoppé. Mais Théo avait l'habitude de rencontrer ces jeunes. Donc, il aurait pu complètement adapter, créer son petit projet à lui. Voilà, c'est juste le petit côté bémol. Sinon, c'est vrai qu'il est content. Voilà, comme a dit Magali, quand on lui demande, lui, il est toujours content. Sa formation, cette formation, donc ça lui a apporté. C'est vrai que ça lui a apporté personnellement, mais ça l'a beaucoup fatigué et ça l'a quelque peu déstabilisé au niveau du quotidien de son travail, où il était vraiment bien en place, je vais dire, parce qu'il avait ses habitudes. Bon, il les retrouve petit à petit, puisque la formation a fini, là, mi-octobre. Donc, il les retrouve petit à petit. On reprend des choses qu'on avait, qui avaient été acquises, des petites choses qui avaient été acquises. Donc, ça reprend petit à petit. Voilà. C'est vrai que ce retour employeur-formateur,
Il est important, c'est important. Merci beaucoup Magali, merci beaucoup Christine. Je vais passer la parole rapidement à Clémence, qui souhaitait peut-être dire un petit mot. Alors, bonjour mesdames, parce que du coup, nous, on ne s'est jamais rencontrés. Vous connaissez Théo, moi aussi, puisqu'on a eu la chance de l'avoir aussi dans nos locaux. Effectivement, la communication avec les entreprises, c'est une relation tripartite pour nous, hein, c'est-à-dire qu'il y a l'organisme de formation, il y a le stagiaire et il y a l'entreprise de stage, employeur ou pas. Hein. On a des comités de pilotage en début d'année où on convie les structures et les tuteurs pour qu'ils aient bien l'information de comment se déroule la formation, de comment ça va se passer, des outils qu'on utilise. Et le suivi se fait au fur et à mesure du temps, plus des visites qui sont prévues dans l'année. Je crois que la particularité qu'on a eue avec Théo, c'est qu'il était au cœur de l'expérimentation, sauf qu'elle était faussée puisqu'il ne passait pas le diplôme. C'est-à-dire que comme il était déjà en poste, il était un peu en dilettante dans cette formation. Et je crois que ça a été du coup pour nous une difficulté de savoir à quel moment on arrête ou on positionne le curseur, puisqu'on savait qu'il ne passait pas les épreuves, on ne l'avait pas tout le temps. Donc même dans la dynamique de groupe, ça nous l'a un peu faussé, puisqu'en fait, il n'était pas là tous les jours. Et après, par contre, la transposition travail en EHPAD, travail en accueil de loisirs, elle a été faite en formation et on a mis à profit l'expérience de Théo pour venir nourrir le groupe sur son expérience quotidienne de travail. Hein. Ça, c'est évident, sans parler même d'intergé. Enfin, dès l'instant où on leur apprend à adapter une activité, que ce soit pour une personne âgée ou pour un enfant de 3 ans, l'adaptabilité doit être présente. Donc, en fait, voilà, ça a été cette position un peu, il n'est pas concerné sur tout ce qui est les certifications, il était là sur les animations, il y a des jours il était là, des jours il n'était pas là. Ça a été compliqué pour nous de jongler, là où c'est plus simple presque d'avoir quelqu'un qui est vraiment dans le dispositif de A à Z. Pour le suivi, en tout cas, même pour nous, ça a été difficile parce qu'il fallait bien se référer au planning, quand est-ce qu'il est là, quand est-ce qu'il n'est pas là, réfléchir au temps. Complètement. Nous aussi, là où on a eu, par exemple, Alicia, où on sait qu'elle est là tout le temps et où, du coup, le suivi avec le tuteur est plus facile. Le fait que, aussi, on nous a demandé dans l'expérimentation de plus être en communication avec les éducateurs. Et je crois que c'est peut-être une erreur qu'on a fournie, du coup, c'est de se dire, on va se rapprocher de l'éducateur pour accompagner Alicia, par exemple, alors qu'effectivement, on aurait pu prendre en ressource aussi ce qui se passe en stage. Et là où comment dirais-je, la relation tripartite, elle se fait à travers les livrets, par le référent de formation. Donc là, pour le coup, c'était Gauthier Alriquier sur la formation d'Alicia, de Théo. Et après, c'est au besoin. Et ça, c'est quelque chose qu'on a toujours fait avec le cadre ordinaire des formations. Mais là, on se rend compte qu'effectivement, peut-être avec l'accompagnement de ces personnes extraordinaires, il y a peut-être nécessité de rajouter un point d'honneur sur les échanges avec les structures, même si jusqu'à présent, les retours qu'on avait étaient assez positifs, donc on ne s'est pas forcément inquiété. Oui, on est dans une expérimentation, hein, donc bien sûr, c'est important les remonter, il faut les faire remonter, il faut qu'on puisse prendre en compte et faire avancer les choses pour que tous les acteurs qui participent puissent qu'on puisse avancer ensemble. Écoutez, je vous propose qu'on enchaîne. Alors, comme on vous l'avait indiqué donc en début de table ronde, l'expérimentation donc c'est également appuyé sur de la recherche. Cette recherche est venue observer donc le quotidien des formateurs et s'est attachée à rendre compte des leviers et des freins possibles pour nous permettre d'envisager la suite plus sereinement, en tout cas pour les formations inclusives. Donc Serge Thomaset, le directeur du laboratoire de recherche ASTEI. Bonjour, je suis désolé de ne pas pouvoir être présent à la table ronde. Je tenais cependant à vous dire quelques mots à propos de la recherche que nous menons dans le cadre de l'expérimentation sur les formations professionnelles inclusives.
Nous sommes une petite équipe de chercheurs issus du laboratoire ACTE à l'université Clermont-Auvergne en sciences de l'éducation. Dans le cadre de l'étude que nous menons, notre objectif est de décrire et d'analyser l'accessibilité des formations en partant de l'activité des formateurs. L'idée, c'est de mettre en évidence notamment les difficultés repérées, les réussites, les leviers trouvés. Nos méthodes sont qualitatives. Nous partons de l'activité réelle des formateurs que nous filmons et puis nous procédons à des entretiens dits d'auto-confrontation puisqu'il s'agit en fait de demander aux formateurs de nous aider à expliciter leur activité sur la base de ce que l'on peut voir à la vidéo, mais en allant bien au-delà sur une analyse des possibles, des empêchements, des choix qui ont été faits, ce qui nous amène à mesurer toute la complexité de l'activité des formateurs en général et spécialement dans le cas de formation inclusive. Le travail est maintenant bien avancé puisqu'il est prévu de le terminer en 2021. Nous déborderons probablement de quelques mois du fait de la situation sanitaire, mais nous avons déjà recueilli nos données. Nous sommes en cours de transcription des verbatims et nous procédons parallèlement à l'analyse. Nous avons déjà, avec l'accord des formateurs, publié quelques résultats de recherche. Ces résultats sont de trois natures en fait. D'une part, nous nous apercevons que l'action des formateurs vise à rendre les formations réellement accessibles. Nous ne sommes pas dans une logique compensatoire, mais bien dans une logique où, à travers des pratiques dites de pédagogie universelle, les formateurs tentent de s'adapter à tous et à chacun tout en conservant les logiques de groupe, les dynamiques de pair et danse et de travail collectif que l'on sait particulièrement pertinentes. Par ailleurs, nous montrons que les formations mises en place ne dépendent pas que de l'activité des formateurs. Il faut les comprendre dans une logique écologique, notamment en prenant en compte en amont les raisons qui font que certains jeunes viennent en formation. Et dans ce cadre, il semble fondamental qu'ils aient un mobile, un motif, une raison pour venir, et donc qu'ils aient déjà une connaissance minimale des formations dans lesquelles on les engage. Et en aval, après la formation, de travailler les transitions, les dispositifs d'insertion professionnelle qui vont faire que de la formation à l'emploi, il y aura réellement une continuité qui sera gage de réussite. Par ailleurs, nous avons identifié quelques points de vigilance qui pourront être développés plus longuement. Je m'étais engagé à faire une vidéo de 3 minutes, donc je ne vais pas être beaucoup plus long. Mais on voit bien que la question du travail en coopération, notamment avec le médico-social, reste une vraie belle question pour que, au croisement des expertises, ces formations professionnelles inclusives puissent bénéficier à la fois des expériences antérieures, des savoirs que l'on a sur la scolarisation de ces jeunes et par ailleurs de profiter du monde de l'emploi, du travail, qui eux aussi ont leur expertise mais qui jusqu'à présent ne s'appliquaient pas ou guère aux personnes avec handicap. Dernier point sur la littérature, pour vous dire que nous procédons à une analyse de la littérature scientifique. Le premier constat, c'est qu'il n'y a pas grand-chose de publié dans le domaine des formations professionnelles inclusives. Les quelques documents que nous avons et dont nous rendrons compte dans notre rapport de recherche montrent quand même en termes de préconisation que de la même manière que nous avons pu le voir ici dans les formations, il s'agit bien pour faire des formations professionnelles inclusives, de faire des formations professionnelles accessibles et de ne pas se contenter de dispositifs compensatoires. En d'autres termes, l'idée est bien de sensibiliser les entreprises et les dispositifs à l'autrement capable et de créer des environnements capacitants.
Voilà, en quelques mots, une courte présentation de la recherche. Merci aux formateurs qui se sont engagés dans l'aventure avec nous et grâce à qui nous avons pu avoir les données dont je viens de vous donner quelques éléments trop rapides. Merci à Pierre Bérat et toute son équipe pour leur accompagnement sans faille et bons travaux dans le cadre de cette table ronde. Bien sûr, les résultats seront bien entendu plus précis d'ici quelques semaines. On est encore en expérimentation, mais on peut déjà observer tout l'intérêt de cette recherche action. Du coup, ce qui est dit, c'est que la réussite ou l'échec d'une formation professionnelle qui serait inclusive ne repose pas forcément que sur l'étudiant ni que sur le centre de formation, mais bien sur l'ensemble des acteurs. Donc il y a Fabien Morena, qui est éducateur spécialisé au SAMSA Trisomie 21, a été un interlocuteur privilégié auprès des étudiants en situation de handicap. Et ça serait, si tu pouvais nous dire quelques mots, ce que tu penses un peu des premiers résultats obtenus par la recherche. Et toi qui as une vision du terrain, si tu peux nous en dire quelques mots. Complètement, merci. Du coup, Anthony, effectivement, j'ai plusieurs retours du terrain parce que j'ai été effectivement le témoin de cette expérience par les échanges que j'ai pu avoir avec les stagiaires de la formation. Pour vous expliquer un tout petit peu mon rôle, en fait, mon action elle a consisté à être un interlocuteur, comme tu as dit, privilégié, pour permettre aux stagiaires de faire le point sur leur parcours de formation en livrant leurs réussites, leurs difficultés, les freins, les leviers qu'ils vivent et en les invitant à imaginer comment interpeller certaines ressources dans leur environnement qui peuvent avoir un rôle à jouer dans la situation qu'ils rencontrent. L'objectif, ce n'était pas de proposer ou d'offrir une solution directe à un problème qu'ils rencontraient, mais de permettre aux stagiaires finalement de réfléchir à l'environnement, d'aider à formuler en fait une demande et expliciter un souhait, de l'argumenter et d'aider à porter le message auprès de la bonne personne. Du coup, les différents échanges que j'ai pu avoir avec les différents stagiaires, ça a fait émerger effectivement de nombreux aspects que les personnes ont mis en avant et qui sont effectivement un peu en relation avec les éléments observés par la recherche. Tout d'abord au niveau du vocabulaire, donc l'importance de choisir des mots simples et des formulations de phrases qui permettent de rendre le contenu accessible. C'est la première chose que les personnes ont pu et ont souhaité en tout cas me faire remonter dans les premiers moments de formation. Il y a également la communication écrite qui a été souvent, qui a apparu comme plutôt compliquée lorsqu'elle n'était pas adaptée et qu'elle était trop dense. Effectivement, vous parlez du FALC, du coup, dans les commentaires, et effectivement, c'est peut-être une ressource qui peut être très intéressante pour les personnes. Les stagiaires, ils ont pu expliquer aussi que la dynamique de groupe dans les formations, elle a vraiment favorisé la compréhension et la possibilité de participer. Parce que du coup, le fait de voir les autres faire, le fait de travailler ensemble, le fait de s'aider, ça a vraiment été un relais très important pour les personnes pour être actrices de leur formation. Et en fait, elles ont pu, en tout cas moi j'ai pu le noter, elles ont fait apparaître un système vraiment de pair aidance. Et le pair étant le stagiaire. Donc chacun est en mesure d'aider l'autre, peu importe le sens dans lequel ça fonctionne. Et ça, c'était très intéressant aussi. J'ai pu relever aussi dans les échanges avec les personnes que les exercices qui ont été demandés à la maison, les dossiers à faire seuls, ça a pu laisser les personnes du coup un petit peu inquiètes parce que c'était une articulation qui pouvait leur apparaître compliquée de faire à la fois l'articulation entre ce qui a été appris en cours, entre le traitement d'une consigne qui a été donnée, le passage à l'écrit de la réponse qu'ils souhaitaient formuler. C'était une articulation qui pouvait leur paraître un petit peu compliqué, et donc du coup il y a eu des relais très importants par l'oral, par du coup des messages, par du coup du traitement via des images, via des pictos, et du coup il y a eu plein de solutions qui ont été trouvées aussi par les formateurs, par les terrains de stage, qui ont facilité aussi la participation des personnes, et les personnes y ont été très sensibles. Les personnes du coup aussi ont pu me faire part que chaque fois qu'ils ont fait état de ces difficultés, justement, comme je vous disais, il y a eu vraiment une prise en compte de ces difficultés et une mise en accessibilité, une adaptation qui a été réalisée au fur et à mesure de la formation, ce qui a facilité à la fois leur confort, leur participation au fur et à mesure de la formation, et ça leur a permis d'être vraiment des stagiaires et de vivre leur formation au même rythme que les autres et
d'avoir accès au même contenu que n'importe quel autre stagiaire. Enfin, pour terminer, il y a 2 aspects que les stagiaires ont souhaité aussi aborder dans les échanges avec moi. C'est l'importance du lien, et vous en avez parlé un petit peu au préalable dans la webinaire, du lien entre les partenaires de terrain de stage et les partenaires de formation, puisque du coup, c'est aussi, on parlait de l'articulation tout à l'heure entre le domicile et la formation, mais entre le terrain de stage, entre la pratique et la théorie, cette articulation, elle apparaît aussi compliquée pour certaines des personnes que l'on accompagne, parce qu'il convient de faire état du déroulé de la formation, d'expliquer les différents modules qu'ils sont en train de passer, d'expliquer les attentes et du coup les choses sur lesquelles ils vont être évalués. Et du coup, cette importance, et on parlait d'écosystème, que cet écosystème fonctionne ensemble, qu'il y ait du lien entre tous les acteurs pour permettre aux personnes de se repérer et de pouvoir aussi prendre place dans cet écosystème. Enfin, la possibilité d'avoir des temps individuels a été vraiment essentielle pour les personnes. Un moment, un temps où le temps est moins long, où le temps est moins rapide, excusez-moi. Et du coup, justement, de pouvoir aborder sereinement ce qu'ils vivent pendant la formation, de pouvoir faire état de leur réussite et de leurs difficultés, sans avoir non plus le regard des autres personnes de la formation, puisque du coup, quand on exprime une difficulté, c'est dur de pouvoir aussi la porter devant l'ensemble du groupe. Et donc, du coup, ces espaces individuels aussi ont été des petits oasis rassurants pour les personnes, pour traverser leur formation et pour pouvoir faire état de leur ressenti au fur et à mesure de leur apprentissage. Voilà un peu les principales idées, les réflexions qui ont été faites par les personnes pendant les échanges que j'ai pu avoir avec eux. Et je voulais aussi vous expliquer qu'il y avait des espaces d'échange très riches qui ont eu lieu entre l'ensemble des stagiaires et qui ont été du coup amenés par Steve Levinson. Et du coup, ces retours entre les stagiaires de la formation, ça va aussi nourrir, du coup, ça va donner de la matière pour la recherche dans cette expérimentation. Merci beaucoup, Fabien, pour tout ce retour d'expérience de terrain. Alors, du coup, on a pu faire un tour d'horizon rapide de cette belle aventure. On pourrait se demander maintenant comment envisager la suite. Et maintenant que tu as terminé ta formation, que tu vas être embauché, que tu es embauché, comment tu verrais cette formation qu'est-ce que tu peux en dire de cette formation? Est-ce que tu en es contente? Je suis contente. En fait, j'étais bien accueillie. Je voudrais bien que les jeunes en situation de handicap peuvent faire la même chose que nous. Pas que sur Nice, ailleurs aussi. Ok, ouais. Parce qu'on était les premiers à faire l'expérience, comme on a dit. Oui, c'est vrai. Et je voudrais bien que les autres associations, n'importe laquelle, voient les efforts qu'on a fait, ils peuvent reproduire la même chose. Ouais. Ok. On est différents, mais on est comme tout le monde, on peut y arriver. Sur la suite, Michel, dans ce que vous avez pu observer, vous, les écueils que vous pouvez repérer maintenant, à l'instant T, les leviers de cette formation, comment vous envisagez la suite est-ce que c'est viable pour vous? Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut garder? Est-ce qu'il y a des choses à améliorer? J'imagine que oui. Oui, il y aura des choses à améliorer. Parce que tout simplement le public ne sera pas le même. S'il y a une deuxième expérience de ce type, le public ne sera pas le même. Donc là encore, on rechangera peut-être les méthodes pédagogiques, on rechangera encore les choses. Évidemment, on aura déjà une première expérience qui sera finalement un modèle sur lequel on va s'inspirer pour continuer à améliorer les choses. Il y aura toujours des choses à améliorer en termes de communication, en termes de pédagogie, en termes même de terrain d'apprentissage, en termes de contenu d'apprentissage. Certainement des choses vont évoluer. Il n'y a jamais rien de figé dans une formation. Ce qui est important, c'est le véhicule qu'on utilise pour aller vers cette expertise.
Pour les gens, d'après toi, qui feraient par exemple cette formation professionnelle inclusive, qui participeraient à cette formation, qui entreraient dans cette formation, qu'est-ce qui pourrait être... toi, tu as vécu cette expérience, qu'est-ce qu'on pourrait améliorer, d'après toi, pour que ce soit plus simple ou plus accessible ou mieux? Est-ce qu'il y a des choses à travailler? Est-ce qu'il y a des choses à revoir? Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que je pense? Qu'est-ce que tu n'as pas aimé, par exemple, pendant cette formation et qu'il faudrait peut-être améliorer? Pour moi, améliorer, à comprendre les questions et d'avoir notre diplôme. Hein. D'accord, donc... Et de réviser les examens. Hein. D'accord, ouais. Ça, Et de faire le rapport de stage aussi. Ça, c'est compliqué? Ouais. De faire un rapport de stage, c'est compliqué d'écrire. D'accord. Du coup, il y aurait peut-être quelque chose à travailler à ce niveau-là? C'est quelqu'un qui peut m'aider à m'aider juste à comment je vais prendre une feuille et de faire un rapport de mon stage. D'accord. Pour écrire quoi à toi, parce que moi j'ai peur de me faire des fautes d'orthographe. Ok. Pour faire dire avec des mots, parler à l'oral, oui, mais après d'écrire des choses, j'ai peur de mal écrire ou de faire des fautes d'orthographe. Du coup, dans l'après, qu'est-ce que vous envisagerez comme suite à donner à cette expérience? Quel regard vous pouvez porter sur cette expérimentation? Est-ce qu'il y a des écueils, des freins, des leviers, des choses à développer, à revoir, à anticiper? Comment vous voyez la suite? En fait, moi je vois la suite de continuité en fait, à refaire. J'allais dire expérience, mais du coup c'est plus une expérience. Le but c'est que ça devienne habituel. Mais je pense quand même que ça dépend quand même en grande partie du formateur ou de la formatrice, de ses appréhensions ou pas, de sa patience aussi, de son écoute. Une fois de plus, moi c'est quelque chose pour moi qui est facile. Et en fait, en gros, moi, si vous voulez, mes points faibles en tant que formateur, ils sont aussi bien pour les personnes en situation de handicap que pour les neurotypiques. Donc ça sera, par contre, effectivement, c'est un suivi différent, un peu plus précis. Donc cette année, j'ai beaucoup plus accentué sur les entretiens individuels que j'avais moins fait l'année dernière. Mais sinon, j'ai vécu une formation classique en fait, finalement, dans un sens. Et donc oui, pour moi, il faut vraiment que ça perdure parce que en fait, j'ai trouvé ça effectivement très porteur pour les personnes en situation de handicap, mais d'autant plus porteur aussi pour les neurotypiques en fait. Je vais passer la parole à Martin Pourbet, qui est donc responsable au Forum Georges François, qui est un restaurant solidaire. Il accueille beaucoup de personnes donc, qui sont en rupture de parcours. Certaines personnes qui sont passées par chez vous donc, ont participé à cette expérience. Vous avez aussi prêté vos locaux à l'organisme de formation JMB afin qu'ils puissent donner les cours dans cette expérimentation. Et du coup, la question que j'ai envie de vous poser, c'est comment envisagez-vous la suite? Bonjour à tous. Avant de répondre à cette question, je voulais expliquer un peu l'histoire. En fait, effectivement, on est un restaurant solidaire. Nous formons des personnes en cuisine dans le secteur de l'IAE, donc l'insertion par l'activité économique, depuis donc maintenant 8 ans. Et au service en restaurant, parce c'est un restaurant solidaire où on sert des repas gratuits, notamment à des personnes en situation de précarité, on a toujours eu des bénévoles. Alors, voilà, je vais être un peu provocant, mais avec Trisomie 21 au début, il y avait des personnes en situation de handicap qui venaient faire du service en bénévolat. C'était plus de l'idée au début, c'est de l'occupationnel. Voilà, elles venaient parce que sinon elles ne faisaient rien à côté. Et il y avait notamment Anne-Sophie, que vous avez vu tout à l'heure en vidéo. Et en fait, on s'est très très vite rendu compte que c'était plus que de l'occupationnel, c'est-à-dire qu'elles avaient un vrai rôle au restaurant, au service, qu'elles faisaient le travail aussi bien que nos bénévoles. Et on s'est
avec Trisomie 21, on s'est dit que c'était dommage de ne pas valoriser cette expérience et cet engagement et de pas leur… voilà, on voulait trouver une solution pour qu'ils puissent le valoriser et obtenir un diplôme. Et c'est là où on a fait rentrer dans la boucle Jean-Michel Bacheléry et GMB Formation, qui est notre organisme référence et avec qui on travaille très très bien sur toutes nos formations en cuisine. Donc voilà, et c'est vrai que c'est venu de là. Alors aujourd'hui, on a été la structure support pour la formation CQP serveur en salle délivrée par JMB. Alors voilà, donc comme disait tout à l'heure Jean-Michel, tous n'auront pas le diplôme, mais tous auront une partie du diplôme, donc ce qui est déjà hyper valorisant. Alors nous, l'idée, ça serait pour répondre à la question que vous posiez, Anthony, ça serait pour aller plus loin, de créer un chantier d'insertion, donc sur le même modèle que ce qu'on fait aujourd'hui en cuisine, mais pour le service en salle. Chantier d'insertion, c'est public éloigné de l'emploi. Donc là, c'est vraiment tout public éloigné de l'emploi, y compris en situation de handicap. Donc ça serait une vraie formation inclusive. On commence à en discuter avec des partenaires, dont JMB, dont la direction du travail qui est financeur sur ce genre de projet. Donc voilà, ça serait ça la suite parce que c'est une réussite pour nous aujourd'hui. Martin, est-ce que tu peux nous préciser, c'est une question qu'on a, l'IAE, qu'est-ce que c'est? C'est vrai qu'on est des fois dans le secteur du handicap. L'insertion par l'activité, IAE, c'est insertion par l'activité économique, c'est remettre à l'emploi des personnes très éloignées de l'emploi pour différentes raisons. Mais en situation de travail, c'est-à-dire que le restaurant, nous, on a des clients tous les jours, donc on les forme, mais en situation de travail, il faut servir les repas à peu près 80 par jour. Et du coup, l'IAE, c'est pas spécifique auprès des personnes en situation de handicap, mais les personnes en situation de handicap sont éligibles à aller travailler auprès de ces structures-là. Exactement. Et là, il y en a assez rarement des personnes en situation de handicap, mais on pourrait en faire rentrer beaucoup plus. Et donc avoir une vraie formation inclusive. C'est une volonté. Il faut juste que la volonté de la structure d'accueil. Voilà. Et merci Martin en tout cas d'y participer à ce développement de cette prise en compte du handicap dans le secteur de l'IAE. Merci Martin. Du coup, je passe. On enchaîne avec Jean-Michel, peut-être la vision un peu pour la suite, si vous avez quelques mots à nous dire. Moi j'allais dire qu'aujourd'hui, dans le bilan que je ferai, je pense qu'il faut continuer cette expérience. Effectivement, comme le dit Martin, aujourd'hui, on a des gens qui sont éloignés de l'emploi, qui ne sont pas forcément dans une situation de handicap comme lequel on le catégorise peut-être un peu. Là, je pense aussi qu'il faut évoluer, c'est que en fonction des différentes pathologies, des différents handicaps, il faut aussi moduler effectivement les services, parce qu'on a des handicaps, pour ce qui nous concerne, qui sont plus adaptés à la cuisine et j'allais dire qu'ils peuvent être une force et une valeur, et d'autres handicaps qui peuvent être plus adaptés à la restauration. Moi, ce que je trouve très chouette aussi dans ce projet-là, c'est que ce qui me plaisait beaucoup, c'est que classiquement, on met plutôt des handicapés en cuisine. Vous comprenez, l'avantage, c'est qu'on ne les voit pas. Là, en salle, on les voit. Et je suis assez heureux parce qu'il y a aussi un bon accueil des clients. Et ça, c'est important. Et la période de stage, elle est fondamentale pour qu'on voit que finalement, on a en face de soi un serveur, un individu, et pas forcément quelqu'un en situation de handicap. Parallèlement, moi, j'essaie de construire d'autres projets avec la restauration collective. Aujourd'hui, je pense que dans la restauration collective et dans la restauration commerciale de proximité, il y a une vraie possibilité d'emploi si effectivement l'ensemble des partenaires, et pas que les centres de formation, mais effectivement les partenaires du handicap, les partenaires de la région, l'ensemble des partenaires, je pense qu'on peut changer le regard et vraiment amener des gens à l'emploi. Je suis convaincu de ça. J'en ai déjà parlé à quelques restaurateurs. Ça va prendre un tout petit peu de temps et je pense aussi que le fait qu'ils soient diplômés va être aussi une valeur ajoutée dans un métier qui aujourd'hui est réellement en tension. Et moi, j'insiste bien sur ça et je finirai par une phase provoque, c'est que souvent, moi, je ne regarde pas qu'ils sont handicapés. J'ai des apprenants et mon objectif, c'est de les amener à un diplôme et derrière un emploi. Donc oui, il faut continuer. Merci beaucoup Jean-Michel pour votre témoignage. Et du coup, le deuxième organisme de formation, Clémence, si tu peux nous dire quelques mots sur ta vision de la suite du projet.
Alors déjà, quand on est rentré dans cette aventure, au début, on s'est dit, bah, nous, on le fait déjà, en fait. On a déjà reçu des personnes en situation de handicap. Et l'expérience, elle nous a permis de vraiment… ça fait écho un peu à ce que M. Béra a dit de M. Thomaset, qui a fait partie de l'expérimentation avec nous, de la recherche, en tout cas, la recherche-action. C'est un compte-rendu qui a été fait de par les formateurs, dont moi, là, ce qu'on a entendu, de M. Thomaset, sur vraiment poser des mots et des actions concrètes sur qu'est-ce qu'on a mis en place, des choses qui parfois on le faisait d'instinct, et où là on se rend compte de l'importance du fait, de prendre le temps. L'individu dans la formation, on le fait déjà. Le suivi individuel, on le fait déjà. On s'est rendu compte de l'importance d'autant plus grande de le faire pour ces personnes-là. On a encore plein de choses à apprendre, on a encore plein de choses à améliorer, c'est évident, et ce webinaire est là pour nous le prouver encore aujourd'hui. Mais on s'est rendu compte que oui, c'est clairement la démarche, en tout cas de l'UFCV, c'est clairement dans nos valeurs aussi qui sont véhiculées. Le handicap aujourd'hui, on en a dans le cadre des salariés, et puis on en a aussi dans le cadre des apprenants. Et on compose avec les salariés qui sont porteurs de handicap, on composera aussi avec ces apprenants. Et je pense pour le coup que c'est un corps de métier, l'animation, où on est beaucoup sur l'entraide, on est beaucoup sur ces valeurs de progression, de transmission, d'acceptation de la différence. Et où du coup, c'est un métier également qui s'y prête bien. Vraiment, je tiens quand même encore à féliciter les participants extraordinaires qu'on a eus, parce que ils n'ont pas à rougir du diplôme qu'ils ont validé au même titre que n'importe qui. Donc oui, bien évidemment qu'ils en sont capables, et ils donnent de belles leçons de vie aussi aux autres apprenants qui font partie de leur groupe de formation. Voilà. Merci beaucoup Clémence pour ce beau témoignage. Écoutez, je vous propose, on arrive sur la dernière partie. Christophe, Manuela, est-ce que vous pouvez réagir un petit peu sur, par exemple, la suite que vous avez en tête, peut-être, les enjeux un peu de la labellisation, peut-être, donner votre point de vue pour la suite à donner. Voilà, Christophe, si tu as quelques mots à nous dire. Effectivement, tu peux en parler. On est en train de réfléchir tous ensemble sur une labellisation, ce qui permettrait effectivement d'inscrire une démarche avec des critères, des indicateurs, de donner à voir à d'autres organismes qui auraient ce souhait d'aller vers une formation la plus inclusive possible, ou à des financeurs. Je laisserai à Manuela développer ce sujet-là, de permettre aussi l'accès via cette labellisation à certaines formations. Donc voilà, la suite, on a créé une dynamique qui est plutôt très positive. Moi, je remercie vraiment le collectif et l'ensemble de tous ceux qui se sont impliqués dans ce beau projet, que ce soit les organismes de formation, que ce soit les personnes, que ce soit Trisomie 21 ou les financeurs. Et c'est vraiment une aventure commune, voilà, où on apprend beaucoup, on s'enrichit beaucoup. Et voilà, de tout ça, effectivement, une labellisation, ça permettrait de poser un cadre, un périmètre, et surtout une dynamique pour engager plus encore cette volonté d'inclusivité et cette volonté de donner vraiment les chances aux personnes en situation de handicap pour qu'elles expriment pleinement leur potentiel. Merci beaucoup Christophe. Manuela Bezio de la Réunion. Oui, merci Christophe d'avoir rappelé que le collectif dans cette expérimentation a été et est encore très fort, grâce à quand même aussi à Trisomie 21. Alors moi, je ne pourrais pas m'engager pour la région d'un point de vue financier sur un prochain accompagnement, on va dire, de la labellisation. Par contre, ce que je peux déjà dire en regardant en arrière, c'est qu'on a fait beaucoup de progrès. On a collecté énormément d'éléments au fur et à mesure de l'expérimentation, qui ont déjà été d'ailleurs mis à profit dans le futur cahier des charges de commande publique de formation. L'autre point très positif, c'est aussi que je pense qu'au travers de cette expérimentation,
on a pu infuser l'inclusivité en fait dans notre organisation, en tous les cas au niveau du service et certainement un petit peu plus élargi au niveau de la direction. D'ailleurs, aujourd'hui, je remercie tous les collègues qui sont autour de cette table ronde et qui se sont connectés. L'autre chose qui est importante, c'est que je pensais pas qu'en fait en 2 ans, puisqu'on s'était rencontrés la première fois en été 2019, je pensais pas qu'en 2 ans on arriverait si vite, si loin, parce que on a besoin de temps pour développer ce type de projet et atteindre les résultats. Et finalement, on est allé très vite, tout en donnant quand même la place à beaucoup d'échanges et au partenariat, et dans un contexte de crise sanitaire qui a fait décaler la formation. Voilà, donc moi, je suis très heureuse. Je pense que la suite, elle est de toute façon écrite. Il faut passer par une labellisation maintenant d'une formation inclusive, des formations inclusives. Et je suis sûre qu'on va trouver les partenariats et les financements qu'il faudra pour continuer. Et puis, pourquoi pas l'inscrire au niveau régional et national. Voilà. Merci beaucoup, Manuela. Écoutez, il y a Philippe Colombe. Vous êtes directeur de Trisomie 21 France. Vous avez suivi de près, du coup, cette expérimentation qui a c'est au niveau national hein, que ça, on peut apporter de la recherche et de l'information. Les enjeux donc sont réels hein, sur ces questions de formation inclusive. Et vous avez travaillé avec Trisomie 21, donc des Alpes-Maritimes, et bien sûr les organismes financeurs sur la création d'un éventuel label formation professionnelle inclusive. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Comment ça se passe, une labellisation? Alors, bonjour à tous, oui, je vais reprendre juste un petit peu en fait ce qui vient d'être dit par M. Bertrand et Mme Béziot, parce qu'effectivement, dans la volonté de voir évoluer la formation professionnelle tout au long de la vie pour tous, il apparaissait en fait fondamental que l'expérimentation qui s'appuie sur une dynamique de recherche devienne un enjeu national et porté par des acteurs même de la formation professionnelle, parce que le handicap, c'est vraiment l'affaire de tous. Je crois que vous l'avez bien rappelé, en fait, que c'est quelque chose d'important pour tout le monde. L'idée de la labellisation, elle est arrivée en tout début du projet. Alors, je vais faire un petit point sur ce que c'est que la labellisation par rapport à une certification notamment. La labellisation, c'est une démarche volontaire qui garantit la qualité dans un référentiel commun. Cette démarche-là, elle n'a pas de caractère réglementaire en fait, par rapport à la certification qui, elle, correspond à un attendu réglementaire. On avait étudié effectivement au début du projet avec le groupe de travail si on allait faire de la certification ou labellisation. La certification, en fait, on l'a écartée parce que tout bêtement, d'abord les centres de formation actuellement doivent être certifiés Calliope, que ça n'a pas vraiment de sens aujourd'hui pour rentrer là-dedans. Donc demander à des centres de formation d'entrer dans une nouvelle démarche de certification, c'était pas vraiment opportun. Alors, ce que permet la labellisation, je reviens dessus, ça permet la mise en place d'une dynamique de transformation et d'adaptation de l'existant autour d'une démarche cadrée, puisqu'il y a effectivement l'action recherche qui va nous permettre de donner des points de repère. Sachant que la question qui se pose ici, c'est l'adaptation des formations existantes à tous et à tous les publics, et non pas la création de formations spécifiques. Donc, ça va vraiment bien dans le bon sens. Et puis, le deuxième point qui est important sur la labellisation, c'est la prise en compte des initiatives sur les territoires, parce que certes, il se passe des choses dans les Alpes-Maritimes, mais il se passe des choses aussi à d'autres endroits en France, et que ce serait quand même bête de se priver de toutes ces autres initiatives pour essayer de se mettre en commun sur un plan national. Donc, ça permet de donner un cap et donc une motivation pour permettre l'amélioration de l'existant, ce qui répond mieux à la philosophie souhaitée pour ce projet. Vous me demandiez comment ça se passe une labellisation, je le fais court. Il y a une phase exploratoire, en fait. En gros, une analyse d'opportunité dans un premier temps, avec l'élaboration d'un diagnostic et de préconisation par rapport aux dispositifs de labellisation. Il y a une analyse comparée des différents dispositifs qualité qui existent déjà. Et il y a la détermination des cibles et des structures pilotes, parce qu'il faut effectivement, dans une démarche de labellisation, qu'on ait un certain nombre de pilotes. Les Alpes-Maritimes font certainement partie des pilotes, quoique, de temps en temps, d'avoir un pilote extérieur, ce n'est pas inintéressant.
Ensuite, il y a la construction du dispositif de labellisation, il y a la rédaction d'un référentiel, bien sûr, la construction de procédures liées à la labellisation, c'est-à-dire la surveillance, le renouvellement de la labellisation, comment est-ce que ça va fonctionner, tout ça, et puis la création d'une boîte à outils qualité qui permet effectivement aux gens qui rentrent dans la labellisation de pouvoir s'appuyer sur des outils qui sont déjà existants. Et puis, il y a une dernière phase qui est la phase de déploiement, la formation des opérateurs de labellisation, des tests du référentiel, et puis les premiers audits et les premières labellisations. Il y a un axe transversal à tout ça, c'est la communication. Il faut, pour réussir une labellisation, mettre en place des temps forts, des événements, une communication autour de cette labellisation, et puis il faut créer une identité visuelle. Voilà ce que je peux vous dire sur la labellisation. Je vais laisser ensuite tout le monde me poser des questions, s'il y en a. Merci beaucoup, Philippe, pour toutes ces précisions qui sont très importantes, hein, puisque c'est quand même la suite, c'est l'avenir un peu de cette expérimentation. Donc, c'est très intéressant de pouvoir se poser ces questions-là et d'envisager les différentes possibilités. Alors, vous avez été tous super. Vous avez répondu au fil de l'eau à toutes les questions qui ont été posées. Je vois que chacun a pu prendre, dès que quelqu'un avait la réponse, a pu y répondre au fil de l'eau. Écoutez, je vais laisser peut-être Audrey nous dire un petit mot de conclusion avant qu'on termine ce webinaire. En conclusion, vraiment merci à tous parce que effectivement c'est un projet qui me tenait vraiment très à cœur. On l'a conçu vraiment de manière multipartenariale pour essayer de penser justement à tout ce qu'on a dit pendant le webinaire, c'est-à-dire qui puisse englober l'ensemble des participants. Dès le début, effectivement, on s'est dit qu'on était une petite expérimentation sur un territoire, mais qu'il fallait penser au-delà. L'idée, c'est pas juste que ça bénéficie à quelques personnes, mais bien de pouvoir réunir plusieurs partenaires autour de la table de manière à ce que ça puisse se diffuser, se disséminer et faire avancer les choses. Voilà, c'est vraiment ça qui nous tient à cœur. On voit que les personnes sont vraiment extrêmement demandeuses, pour autant qu'on leur donne les possibles de mettre en place leur projet. Ça marche, on en était convaincus, mais on le sait. Et on sait également que pour leur projet professionnel, et faire en sorte que du coup, elles puissent perdurer dans le métier qu'elles auront choisi, il y a vraiment nécessité de passer par un cycle de formation qui puisse leur correspondre. Voilà, donc merci à tous et on est à votre disposition si on doit répondre à quelques questions. Merci beaucoup, Audrey. Écoutez, j'ai une question, c'est le porteur d'un tel label devrait-il être public ou peut-il être privé selon vous? Alors, on est en lien avec un porteur de labellisation, enfin, on est en lien, Trisomie 21 France est en lien. Depuis le début, on souhaite solliciter Andéo, qui est quand même spécialisé dans tout ce qui est certification et labellisation au niveau d'un public en situation de handicap. Donc, on est effectivement en train de réfléchir pour collaborer ensemble et faire en sorte que cette labellisation se passe avec eux. Merci beaucoup. On a plusieurs messages de remerciements. Écoutez, je vous propose qu'on puisse peut-être terminer. On a dépassé un tout petit peu, mais on est quand même dans le timing. Merci beaucoup à tous d'avoir participé, à tous les acteurs, à cette belle expérimentation, cette belle expérience qui est en cours, en espérant qu'on puisse avoir de beaux résultats et qu'on puisse amener les personnes qui en ont besoin à la formation et qui puissent développer professionnellement et plus globalement dans leur vie de tous les jours, puisque c'est ça l'objectif.
Qu'est-ce que ça t'a fait de travailler avec un collègue avec un handicap? Ça m'a... au tout début, quand j'ai commencé la formation, c'était pas agréable, mais au fur et à mesure, je me suis mise avec eux, je les ai aidés. Et franchement, travailler avec une personne handicap, ça m'a pas fait grand-chose, quoi. Parce que j'ai l'habitude maintenant de travailler avec eux et pourquoi pas refaire. Par rapport aux personnes avec un handicap, ça a beaucoup servi dans ma formation parce qu'on n'a pas vraiment vu les publics atteints d'un handicap et du coup, ça nous a permis aussi d'en apprendre plus sur eux, d'apprendre plus comment réagir, s'adapter. Et ça nous a aussi permis de mieux les connaître, notamment vis-à-vis des décisions à prendre, de comment leur communiquer. Donc on a par exemple appris qu'ils ont beaucoup de mal quand on parle un petit peu vite. Donc on doit des fois faire attention aussi aux termes parce qu'il y a beaucoup de termes qu'ils ne comprennent pas. Et ça nous a beaucoup touchés parce que ce sont des personnes qui sont de base rejetées dans la vie de tous les jours. Et il y a eu des messages qui m'ont beaucoup touché, comme par exemple... une de ces personnes m'a dit qu'elle n'avait jamais eu l'habitude de faire même ne serait-ce que des soirées avec d'autres personnes. Et là, comme on a fait 2 nuits ensemble avec des veillées et tout, et j'ai vu qu'ils se sont beaucoup amusés. Et ça a été vraiment... Enfin, moi, c'était une expérience vraiment très intéressante et riche. Parce que ça... Maintenant, je sais que c'est un public que je saurais un peu plus mieux me situer lorsque je devrais animer ou diriger en tant que directeur. Et c'est vraiment très positif pour moi d'avoir fait cette colo avec ce genre de personnes. Au début, c'était compliqué parce que du coup, on a dû, entre guillemets, s'adapter, tu vois, par rapport aux personnes, essayer de pas trop les mettre à l'écart, etc. parce qu'elles se mettent à l'écart toutes seules ou des choses comme ça qu'on ne voit pas forcément. Mais donc, du coup, faut avoir l'attention pour regarder en fonction parce que un petit sentiment ou quoi, des trucs comme ça, ça les touche beaucoup en tout cas, de ce que j'ai compris durant tout ça. Et je dirais pas que c'est compliqué non plus, c'est pas non plus un truc qui est demandé, qui est chiant à faire, c'est comme ça et on fait tout ça depuis le début et moi je prends pas ça comme une corvée entre guillemets, tu vois. Comment tu as fait pour accompagner des personnes en situation de handicap? Alors, déjà, on a tout préparé en amont, donc je l'ai dit à peu près en résumé, mais on a fait quand même une très large préparation derrière pour justement anticiper ces choses-là, notamment du fait que les personnes en situation de handicap ne sont pas forcément tout le temps sur le terrain. Elles ont aussi du coup des soins qui sont extérieurs à tout ça. Donc il fallait aussi qu'on s'adapte à eux, etc. Et puis voilà, on a été beaucoup dans l'écoute. Moi, je sais que j'ai eu des emails de parents. Comme ça, je pouvais aussi communiquer à travers les parents et pouvoir leur dire en fait ce qui se passait, comment ça se dégoupillait, leur envoyer le livret d'animation, leur envoyer le trousseau. En fait, j'ai vraiment fait le lien entre les parents du coup des personnes handicapées en situation de handicap. Et du coup, tout ce qui se passait au niveau de l'organisation de la colonie de vacances. Ensuite, sur place, ce qui s'est passé, c'est que on posait beaucoup de questions. On était donc 6 directeurs. Donc en fait, les 6 directeurs, à chaque fois, on demandait si tout se passait bien, s'il y avait des choses que les personnes n'avaient pas compris. Et on les a jamais réellement mis à l'écart. En fait, on a fait comme si c'était des personnes, comme si on était tout un groupe et qu'il n'y avait rien qui changeait. La seule chose à laquelle on faisait attention, c'était s'ils avaient besoin d'un peu plus de temps, d'un peu plus de reformulation des phrases. Voilà, on était là pour ce genre de choses. Après, ils ont clairement eu leur rôle au même titre que tout le monde et ils ont mis la main à la pâte au même titre que tout le monde.